Chaque jour, des millions de graines de soja entrent dans les usines sous la forme de petites graines dures, sèches et jaunâtres. Quelques heures plus tard, elles en ressortent transformées en une boisson blanche, onctueuse et prête à rejoindre directement les rayons. Mais comment une graine, qui paraît si simple, peut-elle devenir quelque chose qui ressemble autant à du lait? Et à quel moment, précisément, le soja cesse-t-il de ressembler à une graine pour commencer à se transformer en boisson? Bienvenue sur la chaîne Usines et Secrets. Aujourd'hui, vous allez suivre de l'intérieur l'une des transformations les plus fascinantes de l'industrie alimentaire. Tout le parcours du soja jusqu'à sa transformation en lait de soja. Et le détail le plus étonnant, c'est que le liquide blanc que l'on voit dans la brique n'existe pas à l'intérieur de la graine. Il doit être extrait, séparé, traité, puis stabilisé au fil d'une succession d'étapes rigoureusement contrôlées. Bien avant d'entrer dans des cuves, des conduites et des machines en acier inoxydable, le soja destiné à devenir du lait commence son voyage dans un décor totalement différent. Dans les champs, une culture à ciel ouvert. Tout commence lorsque les graines sont déposées dans le sol, en rangées, par des semoirs qui parcourent de vastes parcelles en respectant un espacement précis. Lorsque l'humidité et la température sont favorables, la germination commence. La jeune pousse perce le sol et entame un cycle qui transformera cette graine en une plante chargée de nouvelles gousses. Durant les premières phases, le vert domine le paysage. Les plants grandissent, développent leurs feuilles et remplissent progressivement les rangs. Puis vient la phase reproductive. De petites fleurs apparaissent, suivies des premières gousses, à l'intérieur desquelles commencent à se former les graines qui finiront peut-être un jour dans une brique de lait de soja. Alors que le champ semble presque immobile, chaque gousse fonctionne comme une petite capsule. Les graines grossissent et occupent peu à peu tout l'espace intérieur, jusqu'à ce que l'apparence même du champ commence à annoncer que le cycle touche à sa fin. Les feuilles perdent leur couleur verte, jaunissent et commencent à tomber. Les gousses sèchent et prennent des teintes brunes ou grisâtres. Le champ, qui ressemblait auparavant à un immense tapis vert, prend alors une apparence sèche, presque dorée. C'est le signe que la récolte approche. C'est alors qu'entre en scène l'une des machines les plus impressionnantes des champs, la moissonneuse-batteuse. Sa large barre de coupe avance au ras des plants, coupe le soja et entraîne la matière végétale à l'intérieur de la machine. Mais la coupe n'est que la première étape. À l'intérieur, une séquence impressionnante se met en œuvre. La machine récupère les plants, effectue le battage pour détacher les graines des gousses, puis sépare les graines de la paille et des autres résidus végétaux. Des systèmes de nettoyage éliminent les éléments les plus légers, tandis que le soja poursuit son chemin vers la trémie de la moissonneuse-batteuse. En un seul passage, la plante est coupée, ramassée, battue, séparée et nettoyée. Les graines sont stockées à l'intérieur de la machine, tandis qu'une grande partie des résidus végétaux retourne au sol. Et cette opération exige une grande précision. Une machine mal réglée peut casser les graines, laisser des gousses sur place ou augmenter les pertes. La hauteur de coupe, la vitesse d'avancement et l'état de la culture influencent directement le résultat. Lorsque la trémie est pleine, une vis de déchargement transfère le soja vers des remorques ou des camions. Dans les grandes exploitations, cette opération peut même s'effectuer sans interrompre la récolte, permettant à la moissonneuse-batteuse de continuer à avancer dans le champ. À partir de là, les graines peuvent être acheminées vers des centres de réception, puis séchées et stockées avant leur destination industrielle. Et tout le soja récolté ne deviendra pas du lait de soja. Cette graine possède de nombreux débouchés, et seuls les lots destinés à cette filière poursuivent leur route vers la fabrication de la boisson. Lorsqu'elles arrivent enfin à l'usine, les graines entrent dans un environnement soumis à des contrôles bien plus stricts. Poussière, fragments végétaux, petites pierres, graines cassées
et autres impuretés ne doivent pas poursuivre leur chemin sur la ligne. Des systèmes de tamisage, d'aspiration et de séparation éliminent ces éléments. Cette précaution influence le goût, le rendement, la couleur et le comportement du soja pendant le broyage. Selon la technologie utilisée, les graines peuvent également subir un décortiquage partiel ou total. Ce n'est qu'alors que le soja est prêt à rencontrer l'ingrédient qui déclenche sa première grande transformation dans l'usine, l'eau. Et si vous avez regardé notre épisode précédent, vous avez vu comment le lait en poudre est fabriqué, en retirant une grande partie de l'eau contenue dans le lait. Avec le lait de soja, c'est exactement le chemin inverse. C'est justement l'ajout d'eau qui commence à transformer le soja et prépare la graine à libérer tout ce qui formera ensuite la boisson. Et une question intrigante se pose alors. Si l'on envoyait directement le soja sec au broyage, pourrait-on en extraire une boisson douce et homogène ? Non! En pratique, l'industrie doit préparer la graine afin que ses différents composants puissent être libérés beaucoup plus efficacement. Avant de poursuivre cette transformation, vérifiez que vous êtes bien abonné à Usines et Secrets et posez-vous cette question. Selon vous, quelle étape transforme le plus le soja, l'eau, le broyage ou la chaleur? Dans quelques instants, vous allez découvrir que la réponse se cache peut-être dans la combinaison de ces trois étapes. Le soja nettoyé passe ensuite à l'étape de l'hydratation. Les graines restent au contact de l'eau pendant plusieurs heures, en absorbent une partie, gonflent et deviennent beaucoup plus tendres. Cette préparation facilite le broyage et permet de rendre leurs composants internes plus accessibles. Le soja est ensuite broyé avec de l'eau. Au lieu de se transformer en poudre sèche, il forme une suspension épaisse proche d'une pâte liquide. Les équipements réduisent la taille des particules et désagrègent les structures de la graine, permettant aux protéines, à l'huile et à d'autres composants de passer dans la phase liquide. C'est à ce moment-là que beaucoup pensent que le lait de soja est déjà prêt. Pourtant, ce n'est pas encore le cas. Le mélange contient toujours beaucoup de fibres et de particules solides, et sa texture est encore très loin de celle que l'on retrouve dans un verre. Il existe également un véritable défi au niveau du goût. Le soja contient des enzymes susceptibles de produire des arômes végétaux caractéristiques. C'est pourquoi certains procédés utilisent de l'eau chaude, un blanchiment ou un broyage à chaud afin d'inactiver rapidement certaines enzymes, notamment la lipoxygénase. Sur certaines lignes, le mélange est également chauffé pendant ou après le broyage. La chaleur contribue au traitement des facteurs antinutritionnels naturellement présents dans le soja. Tout doit être parfaitement maîtrisé, car une chauffe insuffisante ou excessive peut compromettre le résultat final. Imaginez maintenant des milliers de litres de cette pâte circulant dans des conduites fermées, tandis que pompes, vannes et capteurs contrôlent en permanence le débit. Et si vous commencez déjà à regarder une simple graine de soja autrement, pensez à laisser un « j'aime ». Cela aide Usines et Secrets à continuer de vous faire découvrir les procédés cachés au cœur des usines. Mais l'étape la plus spectaculaire est encore à venir. Cette pâte va être séparée. D'un côté restera une matière fibreuse et humide, de l'autre apparaîtra enfin la base liquide du lait de soja. Le mélange arrive maintenant à l'une des étapes décisives de la fabrication. La séparation entre la phase liquide et les matières insolubles. Selon la ligne de production, différents équipements peuvent être utilisés, comme des filtres, des tamis, des presses ou des systèmes de centrifugation. Le liquide poursuit son parcours, tandis que les fibres et les particules les plus grosses sont retenues. Le résidu solide porte un nom, l'okara. Il est humide et particulièrement riche en fibres. Et cette matière n'est pas forcément destinée à être jetée. Selon les installations, elle peut être valorisée dans des produits alimentaires, des ingrédients riches en fibres ou encore dans l'alimentation animale. Pendant que l'okara est dirigé vers une autre utilisation, la phase liquide poursuit son chemin. C'est à cet instant que la transformation devient enfin reconnaissable. La graine que nous avons vue sortir de sa gousse dans les champs apparaît désormais sous la forme d'une boisson blanchâtre, composée d'eau et de substances extraites du soja. Mais le produit est encore loin d'être terminé. Ce liquide doit subir d'autres traitements afin d'obtenir une stabilité, une sécurité alimentaire et un goût régulier. Et c'est ici qu'il faut déconstruire une idée reçue.
Le lait de soja n'apparaît pas parce que l'on presse la graine jusqu'à faire sortir un liquide blanc qui serait caché à l'intérieur. La boisson se forme lorsque le soja est hydraté, désagrégé, puis lorsque ses différents composants sont extraits et dispersés dans l'eau. Sa couleur blanche provient de cette dispersion de protéines, de fines particules et de minuscules gouttelettes d'huile. L'efficacité de cette séparation influence également le rendement. Si trop de liquide reste emprisonné dans l'okara, une partie du produit est perdue avec le résidu. A l'inverse, si trop de grosses particules traversent le système, la boisson risque de devenir granuleuse ou de former des dépôts. Après la séparation, la base peut être ajustée selon la formulation recherchée. En fonction du produit, on peut alors ajouter du sucre, des arômes, des vitamines, des minéraux, de l'huile, du sel ou encore des stabilisants. Dans les versions enrichies, du calcium et certaines vitamines peuvent également être incorporées. Voilà pourquoi deux boissons au soja peuvent présenter des saveurs et des textures différentes alors qu'elles proviennent pourtant de la même graine. L'extraction permet d'obtenir la base, tandis que la formulation contribue à définir les caractéristiques du produit final. Mais un nouveau défi apparaît maintenant: comment maintenir l'eau, les protéines, l'huile et les particules microscopiques réparties de manière homogène sans qu'elles ne se séparent en différentes couches? La réponse se trouve dans l'étape suivante, où pression, chaleur et équipement de haute précision vont rendre cette boisson beaucoup plus stable. La boisson entre maintenant dans une phase où l'ingénierie et la précision deviennent essentielles. Après l'extraction et les ajustements de formulation, la base de soja doit devenir parfaitement homogène. Pour cela, de nombreuses lignes utilisent l'homogénéisation, un procédé dans lequel le liquide est forcé à travers des passages extrêmement étroits sous haute pression. Ce traitement réduit la taille des gouttelettes et des agglomérats afin de mieux répartir les différents composants dans la boisson. L'homogénéisation permet d'éviter la séparation en couches. L'huile peut remonter, certaines particules peuvent se déposer et les protéines peuvent s'agglomérer. En réduisant et en répartissant ces structures, l'usine cherche à obtenir une texture lisse, une apparence uniforme et une bonne stabilité pendant le stockage. Mais la stabilité physique ne suffit pas. La boisson doit également recevoir un traitement thermique adapté. Pour les produits réfrigérés, une pasteurisation peut être associée au maintien de la chaîne du froid. Pour les versions longue conservation, l'industrie peut utiliser un traitement UHT, au cours duquel le produit est soumis à une température très élevée pendant quelques secondes avant de poursuivre son parcours dans des conditions aseptiques. L'objectif est de maîtriser les micro-organismes et de prolonger la durée de conservation sans exposer inutilement la boisson à la chaleur. Cette étape exige un contrôle rigoureux. Des capteurs surveillent la température, la pression, le débit et le temps de passage. Si le produit circule trop vite ou n'atteint pas les conditions prévues, le traitement peut être insuffisant. A l'inverse, une chaleur excessive peut altérer le goût et certaines propriétés de la boisson. Le système est donc conçu pour reproduire en continu le même cycle avec une grande précision. Un autre détail surprend souvent: sur une ligne aseptique, traiter parfaitement la boisson ne sert à rien si elle est ensuite versée dans un emballage contaminé. Le produit, les conduites, la cuve tampon et le système de remplissage doivent fonctionner comme les éléments d'une seule et même barrière sanitaire. Après le traitement, la boisson doit rester protégée contre toute nouvelle contamination. Voilà pourquoi la partie finale de l'usine ressemble souvent à un circuit presque entièrement fermé. Le liquide circule dans des conduites, traverse des échangeurs thermiques, peut passer par l'homogénéisateur, rejoint des cuves adaptées, puis arrive jusqu'à la machine de remplissage sans être directement exposé à l'environnement extérieur. Et maintenant, dites-nous, avant cette vidéo, quelle étape vous semblait la plus improbable? Transformer les graines en pâte, séparer l'okara ou stabiliser la boisson grâce à la pression et à la chaleur? Écrivez-le dans les commentaires et dites-nous aussi de quelle ville et de quelle région vous nous regardez. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où usines et secrets voyagent avec vous. Pendant ce temps, le contrôle qualité se poursuit. Des échantillons peuvent être analysés à différents moments du procédé afin de vérifier des paramètres comme la composition, l'acidité, l'apparence, la viscosité et la qualité microbiologique, conformément aux spécifications définies pour le produit.
L'objectif est de détecter toute anomalie avant que des milliers d'unités ne poursuivent leur route vers l'expédition. Dans une production continue, quelques minutes peuvent représenter un volume considérable de boissons. C'est pourquoi la qualité ne se contrôle pas uniquement à la toute fin. Elle est surveillée tout au long de la ligne, depuis la matière première jusqu'au produit déjà conditionné. Il existe également une lutte invisible contre l'oxygène, les excès de chaleur et toutes les conditions susceptibles d'altérer le goût ou la stabilité. Les équipements fermés et les procédures de nettoyage sont indispensables pour garantir une production régulière. Entre deux cycles de fabrication, des systèmes industriels peuvent nettoyer l'intérieur des conduites et des cuves sans démonter toute la ligne, afin d'éliminer les résidus susceptibles de compromettre le lot suivant. À ce stade, le soja a déjà parcouru presque tout son chemin. La boisson est formulée, homogénéisée et traitée. Il ne reste plus qu'une dernière transformation, moins spectaculaire à l'image, mais décisive pour que tout arrive intact jusqu'au consommateur. Conditionnez la boisson dans un emballage capable de la protéger jusqu'au moment où vous ouvrirez son bouchon. Lors de l'étape finale, la boisson au soja arrive au conditionnement. Si le produit est destiné à une longue conservation, l'emballage doit entrer dans le système dans des conditions compatibles avec le procédé aseptique. Le contenant est formé, rempli puis scellé, de manière à protéger la boisson de l'environnement extérieur. À partir de là, le moindre défaut d'étanchéité peut compromettre la stabilité de tout le travail réalisé auparavant. Les emballages passent ensuite par des contrôles de fermeture, d'identification du lot et de datation. Selon l'usine, des caméras, des capteurs et des systèmes automatisés vérifient la présence, la position, le marquage et l'intégrité des unités au fur et à mesure qu'elles avancent sur le convoyeur. Les bouteilles non conformes peuvent être écartées avant l'étape de regroupement. Les unités sont ensuite regroupées dans des cartons, disposées sur des palettes puis préparées pour le stockage et la distribution. Il est étonnant de penser que, quelques heures plus tôt, cette boisson n'était encore qu'une cargaison de graines sèches. Elle est désormais répartie dans des milliers d'emballages presque identiques, chacun portant le résultat de la sélection, de l'hydratation, du broyage, de la séparation, de la formulation, de l'homogénéisation, du traitement thermique et du conditionnement. À ce stade, la logistique devient elle aussi une composante de la qualité. Il ne suffit pas de fabriquer correctement le produit. Les cartons doivent être organisés, tracés et expédiés selon les conditions prévues pour ce type de boisson, afin de préserver sa qualité jusqu'à son arrivée dans les points de vente. Et cette histoire cache encore une curiosité supplémentaire. L'Okara, que nous avons vu être séparé plus tôt, montre à quel point une usine moderne cherche à valoriser au mieux sa matière première. Ce résidu contient des fibres et d'autres composants du soja et peut être utilisé dans certains aliments ou dans l'alimentation animale. Ainsi, même la partie qui ne se retrouve pas dans la boisson peut avoir une seconde vie. Autre détail important, toutes les boissons au soja disponibles dans le commerce ne sont pas fabriquées selon exactement la même succession d'étapes, les mêmes températures ou la même formulation. Il existe différentes technologies, des produits réfrigérés ou longue conservation, des versions sucrées, sans sucre, aromatisées ou enrichies. Le principe central reste toutefois le même. Extraire du soja une phase liquide stable, sûre et agréable à consommer. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi résumer ce procédé à « mélanger du soja avec de l'eau » masque presque tout ce qui se passe réellement. L'usine doit maîtriser la qualité des graines avant le broyage, l'hydratation avant l'extraction, la taille des particules avant la stabilisation, la chaleur avant le conditionnement et l'hygiène sur pratiquement toute la ligne. Chaque étape résout un problème qui se retrouverait dans le produit final si elle était négligée. La prochaine fois que vous ouvrirez une brique de boisson au soja, vous y verrez peut-être bien plus qu'un simple liquide blanc. Derrière ce verre se cachent des graines qui ont absorbé de l'eau, des machines qui ont désagrégé des structures microscopiques, des filtres qui ont séparé les fibres, des équipements travaillant sous pression et des systèmes thermiques conçus pour reproduire les mêmes conditions avec une grande précision.
Et dire que tout a commencé avec une petite graine sèche, assez petite pour tenir entre deux doigts. Si vous avez aimé découvrir comment le soja se transforme en boisson, abonnez-vous à Usine et Secret pour découvrir d'autres transformations industrielles qui se déroulent loin du regard des consommateurs. Et avant de partir, dites-nous dans les commentaires quelle étape vous a le plus marqué et ce que vous avez appris aujourd'hui. Le prochain produit ordinaire de votre quotidien cache peut-être une usine encore plus surprenante. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, vous n'imaginez pas encore l'usine que nous avons dévoilée dans notre dernier épisode. Il apparaît déjà sur votre écran. Cliquez et venez avec moi découvrir un nouveau secret caché ici sur Usine et Secret. À très bientôt, je vous y attends.